Messieurs les présidents, mesdames les secrétaires perpétuels des académies des sciences et de pharmacie, je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation, qui est pour moi un très grand honneur. Mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, les faits sont là. L'histoire de la biologie et des avancées biomédicales est jalonnée de grandes découvertes dans lesquelles des études menées sur des espèces animales variées ont joué un rôle déterminant. Des progrès considérables ont ainsi été réalisés, fréquemment récompensés par le prix Nobel, et un nombre incalculable de vies humaines ont été sauvées. Il suffit d'évoquer la découverte de l'insuline, les vaccinations contre les maladies infectieuses, les mécanismes de l'immunité innée, la chirurgie des transplantations, les thérapies cellulaires à l'aide de cellules souches, ou récemment les anomalies du développement cérébral par le virus Zika, pour donner une idée de l'impact de ces recherches ayant fait appel aux animaux. Toutefois, si le recours à l'utilisation d'animaux à des fins de recherche a reçu pendant longtemps un très large assentiment, au moins tacite, de la part de nos concitoyens, il est depuis plusieurs années l'objet de questionnements par une fraction croissante de l'opinion publique. Ce changement reflète l'évolution au cours des dernières années et des dernières décennies du regard de nos sociétés sur les relations homme-animal, avec une plus grande prise en compte du bien-être des animaux et de leur capacité de perception douloureuse. Parmi les questions qui reviennent fréquemment dans les débats consacrés à la recherche animale, j'en retiendrai 3 aujourd'hui. La première est: est-ce que la réglementation actuelle est suffisante pour protéger les animaux et comment s'assurer que les chercheurs la respectent? La deuxième: est-il encore nécessaire d'effectuer des recherches sur les animaux maintenant que l'on dispose d'un arsenal de plus en plus sophistiqué de techniques de culture in vitro et de modèles mathématiques? Et la troisième, finalement, que nous avons déjà commencé à aborder: quelle est la pertinence des études menées sur les animaux pour la recherche biomédicale à visée humaine, alors qu'un pourcentage élevé d'études précliniques sur l'animal ne sont pas confirmées chez l'homme? Pour répondre à la première, je voudrais faire un rappel de l'encadrement réglementaire qui protège les animaux et qui limite l'action de l'homme, les actions nuisibles de l'homme vis-à-vis des animaux. Alors, avant de parler de la réglementation, il faut quand même citer la création en 1845 d'une société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, qui est l'ancêtre de la Société de protection des animaux. Il est notable que cette société créée à Paris était la deuxième dans le monde, la première ayant été créée en 1824 à Londres. Et puis, en ce qui concerne la réglementation proprement dite, la première loi date du 2 juillet 1850. Elle est mieux connue sous le nom de loi Grammont. Elle a une durée de vie absolument exceptionnelle, malgré sa brièveté, sa concision, et elle traite de tous les mauvais traitements envers les animaux. À cette époque, le sujet d'intérêt, c'était essentiellement les chevaux qu'on voyait dans Paris qui traînaient des chariots et qui souvent étaient utilisés jusqu'à leur dernier souffle. En 1876, une loi a été instaurée, un article a été rajouté au Code rural reconnaissant que les animaux sont des êtres sensibles qui doivent être placés dans un environnement qui leur permette de satisfaire aux impératifs biologiques de leurs espèces. Ces éléments réglementaires précisent également qu'il est interdit d'exercer des mauvais traitements vers les animaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte fait pour la première fois référence aux expériences biologiques, médicales et scientifiques qui doivent être limitées au cas de stricte nécessité. Donc on voit déjà apparaître dans la réglementation à cette époque la notion de remplacement. Et puis le Code pénal prévoit des sanctions en cas de mauvais traitement et prévoit également la possibilité pour le tribunal de remettre l'animal à une œuvre de protection animale. À partir de 1986, l'Europe s'est emparée du sujet par une directive européenne qui a été transcrite en droit français en 1987 et qui porte notamment sur la formation des personnels, sur l'agrément des établissements d'expérimentation animale et les conditions de ces agréments. Et la France a choisi, à l'inverse d'autres pays européens à cette époque, que les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter délivrée par les autorités compétentes soient responsables des projets qui sont réalisés sur les animaux. En 2005 a été créé le Comité national de réflexion éthique en expérimentation animale, dont les travaux ont permis la publication d'une charte
national sur l'éthique en expérimentation animale, qui rappelle le respect qui est dû à l'animal, le recours à une évaluation éthique préalable et les principes de cette évaluation. Enfin, en 2010, l'Union européenne s'est dotée d'une nouvelle directive, un document d'une 50aine de pages qui a posé les fondements de la réglementation actuelle. Elle rappelle que le bien-être animal est une valeur de l'Union européenne, que malgré tous les progrès scientifiques, l'utilisation d'animaux vivants demeure nécessaire dans un certain nombre de domaines. Néanmoins, que l'utilisation des animaux ne peut être envisagée que lorsqu'il n'existe pas de méthode alternative permettant d'aboutir au même résultat. Le personnel doit disposer d'une formation et d'une compétence adéquate. Les projets doivent faire l'objet d'une évaluation éthique. Et cette réglementation a mis en place une structure spécifique chargée du bien-être animal, structure du bien-être animal que dans notre jargon on dénomme régulièrement par l'acronyme SBEA. Et ce n'est pas la moindre des dispositions, les États membres doivent effectuer des inspections régulières dont certaines doivent être inopinées. Cette directive de 2010 a été transcrite en droit français en 2013 et c'est donc elle qui s'applique actuellement. Pour en comprendre la logique, je vous propose le schéma suivant. Donc au centre de cette réglementation se trouve l'animal. L'intitulé de la directive, c'est une directive pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. 3 aspects sont abordés dans la réglementation, l'hébergement, les soins et bien évidemment la recherche. En ce qui concerne l'hébergement, les animaleries doivent être agréées, les animaux doivent être tracés individuellement et on doit proposer aux animaux, mettre à leur disposition des éléments d'enrichissement de leur environnement. Les soins doivent être prodigués par des zootechniciens formés et compétents et la structure chargée du bien-être animal doit veiller en permanence à détecter des situations anormales et les prévenir. Quant à la recherche, elle est organisée autour de projets qui sont rédigés par des responsables de projets, évalués par des comités d'éthique en expérimentation animale. Cette évaluation éthique est transmise au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui délivre l'autorisation de projet et les projets peuvent alors être mis en œuvre par des expérimentateurs qui sont compétents et formés et qui disposent en permanence des conseils et je dirais même de la surveillance de la structure chargée du bien-être animal. Donc vous voyez un ensemble cohérent, réglementaire qui est centré autour du suivi du bien-être animal. Et comme je vous le disais à l'instant, ces établissements sont l'objet d'inspections par les services vétérinaires, qu'il s'agisse d'inspections annoncées, planifiées ou d'inspections inopinées. Donc il serait possible que tout à l'heure je reçoive un message du service de sécurité de l'Institut Pasteur me disant qu'il y a un vétérinaire à la porte qui vient pour inspecter les animaleries. Je ne plaisante pas, c'est tout à fait possible, j'ai coupé mon portable, donc je compte sur mes collègues pour y répondre. L'évaluation éthique répond à un certain nombre de principes que la plupart d'entre vous connaissent et qui sont résumés par les 3 R, un principe qui a été édicté il y a une 60aine d'années. Le premier principe, c'est le remplacement, c'est-à-dire l'obligation de recourir à une méthode n'utilisant pas les animaux à chaque fois que c'est possible. Et il s'agit là d'une obligation réglementaire. Les chercheurs n'ont pas le choix d'utiliser une méthode utilisant des animaux si jamais une méthode n'utilisant pas d'animaux est disponible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on assiste au débat avec l'opinion publique sur la connaissance de la réglementation, on est souvent extrêmement déçu de voir le peu d'informations. Et j'en veux pour preuve un récent sondage effectué par 30 millions d'amis qui mettent en exergue 6 mesures phares exigées par les Français en 2018 et qui dit que 90% des Français sont favorables à l'interdiction totale de toute expérimentation animale lorsqu'il est démontré que des méthodes substitutives peuvent être utilisées à la place. Eh bien, 90% des Français peuvent être satisfaits parce que cette disposition est déjà dans la loi depuis 5 ans. Et d'ailleurs, elle était déjà en germe dans la loi française depuis 1976. Le deuxième principe, c'est la réduction, réduire autant que possible le nombre d'animaux sans compromettre les objectifs du projet. Et ça repose sur des plans d'expérience et des analyses statistiques qui, malheureusement, ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait souhaiter. Et puis, dernier point, le raffinement qui concerne, ou l'amélioration des procédures, plus exactement, plus précisément en français, qui concerne à la fois les conditions d'élevage, les soins et les méthodes utilisées dans les procédures expérimentales pour diminuer la souffrance. Ça, c'est un premier mode d'analyse des projets. Le deuxième mode d'analyse, c'est ce qu'on appelle l'analyse coût-bénéfice. Cette analyse consiste à faire la balance entre, d'une part, les bénéfices attendus de l'étude
plus précisément la probabilité d'atteindre des objectifs, les critères de réussite en termes de nouvelles connaissances, de pertinence des résultats pour d'autres espèces, l'efficacité d'un traitement, la sécurité accrue des personnes quand il s'agit de traiter d'études toxicologiques, un bénéfice économique éventuellement, et de mettre dans l'autre plateau le coût pour les animaux, c'est-à-dire le stress, l'inconfort, la douleur qu'il faut évaluer et minimiser à l'aide d'analgésiques, d'anesthésiques, d'antalgiques, évaluer la durée des dommages, le niveau de sévérité de ces dommages, les espèces qui sont concernées, le nombre d'animaux qui sont concernés. Et comme représenté sur ce petit dessin, le projet ne peut être accepté que si c'est le plateau de gauche qui pèse plus lourd que le plateau de droite. Alors, l'évaluation éthique est faite par des comités d'éthique, on a commencé à en parler, et pour compléter la fresque historique que nous a présentée M. Meunier, je vous indique que les comités d'éthique existent depuis 50 ans au Canada, depuis 40 ans en Suisse, depuis 1986 et 87 aux États-Unis, en Allemagne, 99 au Royaume-Uni, et puis 2013 en France, puisque je vous ai dit qu'en 87, la France avait opté pour un système de responsabilité individuelle. L'évaluation éthique des projets porte sur toute une série d'éléments, en particulier la justification scientifique du projet, les objectifs du projet qui doivent être clairement annoncés, ce n'est pas une étude vague, et qui justifie l'utilisation d'animaux, donc l'obligation de remplacement. Le projet est conçu de manière à ce que les procédures se déroulent dans le meilleur respect de l'animal, et donc ce projet doit répondre aux exigences des 3 R. Le comité d'éthique a également pour mission de classifier les procédures expérimentales selon leur degré de gravité, qui comprend 3 niveaux principaux, de faire une analyse comparative des dommages et avantages du projet, l'analyse coût-bénéfice dont je viens de parler, et puis la nécessité éventuelle de faire une analyse rétrospective, c'est-à-dire en fin de projet, de faire un bilan de ce qui s'est réalisé, et pour faire bref, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois, mieux pour les animaux et mieux pour les bénéfices également. Alors, l'expérience que j'ai personnellement pour avoir vécu plusieurs années dans un comité d'éthique, c'est que, et pour m'occuper des animaleries depuis longtemps, comme le rappelait Pascal Cossard, c'est que j'ai assisté vraiment, et je pense que le mot n'est pas trop fort, à une véritable évolution culturelle. Depuis ces dernières années, il y a une vraie reconnaissance de la part des chercheurs de l'intérêt de la démarche éthique, même si elle comprend une partie administrative qui paraît un peu bureaucratique, etc. Mais passé cette première réticence, la plupart des chercheurs reconnaissent vraiment l'intérêt que d'autres se penchent sur leur protocole et les aident à comprendre aussi que la réflexion éthique va de pair et vraiment en synergie avec la qualité scientifique des projets. J'assiste également à une prise en compte croissante des questions de bien-être animal, et pas seulement sur sollicitation, mais spontanément des chercheurs nous contactent pour nous poser des questions relatives au bien-être animal. Et puis, quand il s'agit de renouveler les membres du comité d'éthique, c'est un plaisir de voir que nous avons régulièrement des candidats, des personnes qui, même sans attendre qu'il y ait des élections, se portent candidats pour faire partie du comité d'éthique et travailler sur ces questions. La réflexion collégiale qui se passe au niveau du comité d'éthique et qui associe des vétérinaires, des chercheurs, des techniciens, des zootechniciens et des personnes qui sont soucieuses du bien-être animal sans être directement participants à l'expérimentation animale, cette réflexion collégiale est extrêmement fructueuse et nous permet vraiment d'avancer et de remettre en cause également nos petites habitudes de chercheurs. Il y a des interactions très fortes qui se sont mises en place entre comité d'éthique et structure du bien-être animal parce que le comité d'éthique agit en amont de la réalisation des projets alors que la SBEA, elle, va agir durant toute la vie du projet et toute la vie des animaux. Bref, on aboutit à la construction de ce que j'appelle une culture partagée par les différentes parties prenantes, y compris les personnes non concernées, ne pratiquant pas l'expérimentation animale, mais qui ont de l'intérêt pour la défense des animaux. Et ça représente un véritable enjeu institutionnel pour nos instituts de recherche. Alors cela dit, il y a des besoins qui apparaissent clairement, des besoins de meilleure formation de la part des chercheurs sur la conception des plans d'expérience et l'analyse statistique d'une façon générale, un besoin également d'harmonisation des procédures expérimentales, des référentiels, parce que les comités d'éthique se retrouvent face à des procédures expérimentales sur lesquelles ils ne sont pas forcément compétents et pas très à l'aise. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait souhaitable que se développe en France l'équivalent du centre anglo-saxon, du NC3R, le National Committee for Reduction, Refinement and Replacement.
Et puis, il faut parler des choses qui fâchent aussi parfois. Il faut absolument trouver les moyens d'accélérer le processus global d'autorisation, parce que ce processus prend encore de trop longs mois et handicape sérieusement les programmes de recherche. Alors, quelques chiffres, sans rentrer dans le détail, parce qu'ils ont déjà été évoqués par M. Meunier auparavant. Alors, les chiffres sont moins effrayants que ceux qui ont été présentés, parce que là, je me base uniquement sur l'Union européenne et la France. En Union européenne, la statistique de 2011 montre une utilisation de 11,5 millions d'animaux, et le chiffre en France est un petit peu inférieur à 2 millions, et il est stable depuis plusieurs années. Sachant qu'environ les 3/4 des animaux sont représentés par des souris et des rats, et une quinzaine de % par des poissons, des reptiles et des amphibiens. Je ne ferai aucun commentaire sur ces proportions, je ne ferai pas de jugement de valeur, je vous les livre tels qu'ils sont, et je crois que c'est à chacun, en fonction de sa perception personnelle vis-à-vis de telle ou telle espèce, de les apprécier. Sachez simplement, parce que les primates non humains font souvent l'objet de campagnes dans lesquelles ils sont surreprésentés par rapport aux autres espèces animales, les primates représentent environ 0,1% des animaux qui sont utilisés chaque année. Enfin, 43% des animaux environ sont utilisés pour des objectifs de recherche fondamentale, 26% pour la recherche et développement et 25% pour la production, contrôle, qualité, toxicologie. Alors ce chiffre de 1,9 million, il est intéressant de le rapporter aux 7,2 milliards d'animaux qui sont élevés à des fins agricoles pour la consommation humaine. Quand on regarde maintenant, je vous ai dit que les procédures étaient classées en 3 niveaux de sévérité. Je mettrai à part la classe sans réveil qui concerne des animaux qui sont anesthésiés et qui sont euthanasiés sans s'être réveillés de l'anesthésie générale. Donc les 3 niveaux de sévérité principaux sont léger, modéré et sévère. Environ 40% pour léger et sévère, et vous voyez 17% des animaux, léger et modéré, et 17% en classe sévère. À chaque fois que des animaux sont engagés dans une procédure sévère, la procédure doit faire l'objet d'une étude rétrospective. Donc à la fin du projet, on fait le bilan des animaux qui ont été utilisés, ce qu'ils ont réellement subi, comment est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois avec des procédures moins invasives et un meilleur contrôle de la douleur. Alors venons-en aux méthodes alternatives qui sont proposées. C'est 15 minutes. Très bien. Alors, on entend parler régulièrement des modélisations mathématiques. Je vous ai juste mis une petite note à droite pour vous dire qu'un prix a été décerné récemment par le NC3R à une chercheuse qui a mis au point une modélisation informatique qui prédit certains effets délétères de médicaments au niveau cardiaque mieux que les modèles animaux. Je vous renvoie au site du NC3R si vous voulez davantage d'informations, mais c'est tout à fait notable. Il existe également des modèles de culture cellulaire en deux dimensions, des lignées cellulaires permanentes, des cultures primaires, des cellules souches qui sont ensuite différenciées dans différents types cellulaires. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis des modèles de culture cellulaire en 3 dimensions qui sont extrêmement prometteurs. Cette petite illustration à droite est tirée d'une publication dans laquelle les chercheurs décrivent un système qui permet de reconstituer des tubes séminifères et de tester la toxicité d'un certain nombre de molécules sur la spermatogénèse. Et puis, ce qui est extrêmement prometteur, et on ne peut que s'en réjouir, c'est le développement des techniques dérivées de la microfluidique qui permettent de non seulement mettre des types cellulaires, éventuellement des types cellulaires différents dans ces petites chambres ici, et ici, avoir une petite pompe péristaltique qui met en route la circulation d'un flux ici, avec des points sur lesquels on peut injecter des produits, faire des prélèvements, etc. Alors, vous avez un autre exemple ici, tiré d'une publication, j'aurais dû mettre la référence, je prie de m'en excuser, avec ici ce qu'on appelle un équivalent cutané, donc une culture complexe analogue à de la peau. Et puis ici, dans une autre chambre, on a mis une biopsie d'un follicule pileux. Et puis alors, ce qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, c'est les projets de Human on Chip. Alors, vous ne voyez pas ici le détail, mais vous avez un peu tout ce que vous avez, vous, dans votre corps, avec d'un bout d'intestin, de foie, de poumon, de rein, de cœur, etc. Et tout ça, ça produit de l'urine et ça respire, etc., etc. Donc, pour l'instant, c'est au niveau de prototype, mais c'est extrêmement prometteur. Il n'y a aucune raison de penser que ça ne marchera pas et que ça ne portera pas des résultats très intéressants.
Alors pour comprendre la place de ces méthodes dites alternatives et que je préfère appeler des méthodes complémentaires, il faut avoir une vue, je dirais, d'ensemble des différentes méthodes qui sont utilisées en recherche biomédicale. Et je les ai résumées de façon extrêmement schématique ici, des méthodes à la fois de physique, de biochimie, de omics dans tous les sens du terme, de culture de cellules, de chips, les modèles animaux et puis l'espèce cible finalement. Et avec des petites barres de couleurs, j'essaie de représenter le niveau de complexité auquel ces différentes méthodes sont capables d'intervenir. Et vous voyez que si on retirait la souris avec sa petite barre marron ici, il y aurait un gap, pour parler en bon français, un fossé quand même assez sérieux entre ce qu'on est actuellement capable de faire avec des chips et l'espèce cible. Et donc c'est un risque à prendre de chercher à passer directement de cette étape-là à l'espèce cible. Je n'oublie pas la modélisation mathématique qui, elle, est actuellement capable de traiter des questions au niveau des molécules, éventuellement d'organisation, d'organismes cellulaires, mais c'est difficile d'aller bien au-delà. Alors, dernière question, est-ce que les données de la recherche animale sont utiles ? Les modèles animaux sont souvent pas très fidèles à ce qui se passe chez l'homme. Les essais précliniques échouent souvent à prédire ce qui va se passer chez l'homme. Et en fait, il y a tout un tas de raisons que malheureusement je n'ai pas le temps de détailler, mais qui ont déjà en partie été discutées. Je voudrais juste souligner le fait qu'il ne faut absolument pas négliger les données négatives, parce qu'on a tendance à les glisser sous le tapis et ça n'est pas très honnête. Alors, la notion de modèle animal, en général, elle est quand même extrêmement fragile parce qu'à partir d'une souris toute seule, on voudrait être capable de s'adresser à la situation de toutes ces personnes-là qui sont diverses sur le plan ethnique, conditions de vie, etc. Et en fait, c'est compréhensible que tout ne marche pas comme on voudrait parce que pour pouvoir avoir des expériences puissantes, on travaille sur un fond génétique homogène et unique, des conditions d'environnement contrôlées, un statut microbiologique extrêmement protégé, des animaux qui sont extrêmement propres, alors que dans la population cible, la population humaine, on a une grande variabilité de composition génétique, une grande variabilité de conditions d'environnement, et puis une grande variabilité de l'environnement microbiologique, que ce soit le microbionte ou le pathobionte. Alors, très rapidement, parce que je vois que la lumière rouge est déjà allumée, c'est mon tort habituel, les lignées sur lesquelles on travaille des animaux de laboratoire représentent une toute petite diversité génétique par rapport à la diversité génétique des populations humaines. Et fort heureusement, il existe des outils que peut-être je reviendrai vous présenter ici à une autre occasion, qui permettent de remodéliser, de reconstituer des populations génétiques beaucoup plus variées et qui, elles, à ce moment-là, donnent accès à une variabilité génétique, une variabilité phénotypique beaucoup plus grande. L'autre point qui est très important, c'est l'environnement microbiologique des animaux. Et il y a des papiers que vous avez certainement vu passer, dont un papier dans Nature il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, qui montre que les souris de laboratoire ont un système immunitaire qui ne fonctionne pas du tout comme celui de l'homme parce qu'elles sont exposées, elles sont dans un environnement extrêmement propre. Et si on les co-héberge avec des animaux qu'on trouve sur les quais de la mégisserie, si tant est que ça existe encore, et bien à ce moment-là, ces animaux regagnent des fonctions des fonctions immunitaires qui sont beaucoup plus satisfaisantes. Et un point qui plaira certainement à Pascal Cossard, c'est qu'elles deviennent beaucoup plus résistantes à l'hystéria, mais ça, tu le savais déjà. Voilà. Alors, est-ce que c'est la fin du modèle animal ? On peut se poser la question parce qu'il y a un certain refus sociétal de continuer à utiliser des animaux. Il y a un questionnement sur la pertinence scientifique des études. Et puis d'un autre côté, on se dit Human on Chip, ça va permettre de s'adresser directement à l'homme. Alors pourquoi s'enquiquiner à travailler sur les animaux ? Moi, je pense qu'il faut, à la lumière de ce que j'ai présenté extrêmement brièvement à la fin, il y a quelques lignes sur lesquelles je voudrais lancer la discussion. La première, qui concerne la recherche animale du XXIe siècle. La première, c'est qu'il faut vraiment replacer cette recherche animale dans le contexte d'une continuité d'approches qui sont complètement intégrées et imbriquées les unes dans les autres. La deuxième, c'est qu'il faut que cette recherche animale, au contraire, soit ambitieuse pour explorer la complexité du vivant. Et c'est vraiment le challenge qui est au-devant de nous. Il faut également qu'elle soit rigoureuse dans ses conclusions. Il ne faut pas dire que des choses marchent de façon générale et s'adressent à toutes les situations quand ce n'est pas vérifié. Il faut être capable de dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est probablement une des raisons aussi pour lesquelles certaines études précliniques n'ont pas été confirmées en clinique. Cette recherche, elle doit avoir un point très important à l'esprit, c'est le souci du bien-être animal. Et ça, c'est une clé absolument indispensable pour le respect des animaux et pour la qualité de la science.
Cette recherche, elle doit aussi être en quête permanente de méthodes de remplacement et de validation de ces méthodes de remplacement, parce que beaucoup de méthodes existent qui n'ont pas été validées et qui pourraient être mises en œuvre rapidement. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus, cette recherche, elle doit être ouverte au public, elle doit développer une politique de communication, une politique de transparence. Il y a déjà des initiatives et il est probable que Madame la Ministre viendra nous en parler tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre exposé. On peut passer à quelques questions. Bernard Roch, et puis... Un reproche qu'on fait souvent au modèle animal, c'est qu'évidemment, les animaux ne s'expriment pas. Et par conséquent, ils n'évaluent pas quantitativement. Là, par exemple, dans le cas de la douleur, ils ne disent pas cette douleur est forte, moyenne, extrême, etc. Ce qui est fait chez l'homme avec des systèmes, vous savez, où on exprime avec des... Je ne sais plus quel est le test, mais enfin bon. Mais heureusement, il y a des modèles qui permettent effectivement de relier, par exemple, la puissance d'une impulsion douloureuse sur la patte de l'animal et ce que ça projette sur le muscle référent. Et auquel cas, c'est le modèle de Jean-Claude Villers. Hein, ce qui permet effectivement, dans ce cas-là, d'avoir une relation directe entre la puissance de l'effet douloureux et la réponse musculaire. Et ça, c'est ensuite transférable chez l'homme. Et donc ça donne une première évaluation possible sur un certain nombre de modèles. Et je n'en connais pas d'autres. Je ne sais pas si dans le cardiovasculaire, ça existe, ça. Merci beaucoup. C'est effectivement une question très importante, puis c'est une question qui touche les vétérinaires, parce que là, des animaux de laboratoire, les animaux dont s'occupent les vétérinaires ne parlent pas. Mais comme les vétérinaires cliniciens, les vétérinaires spécialisés des animaux de laboratoire sont aussi des cliniciens, et certains groupes se sont spécialisés avec l'aide d'éthologistes pour identifier justement des caractères comportementaux, des caractères du faciès. Il y a des planches qui existent où on voit différentes mimiques de souris que quand on n'est pas habitué, on ne serait pas capable de reconnaître, mais qui permettent de sentir vraiment si l'animal est en situation de stress, de douleur, même éventuellement en utilisant des vocalises, etc. Enfin, il y a des critères très fins qui ont été développés pour essayer de pallier l'absence de parole. Oui, absolument. Ah, attendez, on a de ce côté-ci, là. Jean Fégé. Oui. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais bien qu'à côté de cette réflexion sur l'expérimentation, et en pensant à la dernière ligne de votre diapositive, qu'il y ait une réflexion sur le mal-être des chercheurs subissant les agressions des activistes. Exemple, il y a quelques mois, à la Salpêtrière, un chercheur a abandonné son activité. Bon, j'ai connu la situation en Angleterre à l'époque où j'y allais pour expérimenter sur des modèles expérimentaux sur primates de maladie de Parkinson, donc vraiment en relation avec une pathologie et avec des bons modèles. La pression des activistes était telle qu'à la fin, ce groupe de recherche a délocalisé son activité en Chine. C'est une perte d'une école de recherche qui était très solide en Grande-Bretagne. C'est aussi la perte d'un savoir-faire expérimental que l'on ne retrouvera pas. Donc je crois qu'il y a vraiment une réflexion à faire, comment sensibiliser la population, comment intervenir légalement, comment établir des poursuites judiciaires vis-à-vis de ces activistes. Alors, je pense qu'il y a déjà eu des poursuites judiciaires qui ont été entreprises, en particulier en Grande-Bretagne, quand les agissements de ces groupes ont franchi le seuil de l'infraction pénale, voire criminelle. Maintenant, il est extrêmement important. Je crois que la culture pas du silence ni vraiment du secret, mais on va dire un secret par omission, ou en tout cas ne pas être capable de communiquer clairement sur ce qu'on fait et les raisons pour lesquelles on le fait, et les bonnes raisons pour lesquelles on le fait, et les bénéfices qui en résultent. Cette absence de communication a été extrêmement dommageable. Et il faut absolument, et pour en discuter dans différentes instances, j'ai mis le logo de Recherche Animale, qui est que vous connaissez probablement sous le nom de GIRCOR aussi. Eh bien, cet ensemble, cette association de professionnels
est extrêmement active pour promouvoir cette communication vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des médias, vis-à-vis des politiques, parce qu'il y a besoin que cette recherche soit mieux connue, mieux comprise, que on cesse de faire des sondages pour demander aux gens s'il faut interdire les manips quand on peut faire autrement, quoi. C'est du temps perdu, puis on laisse ça penser aux gens posant la question que ce n'est pas déjà le cas, c'est pas bien. Hein, voilà. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, mais je crois que la solution vient d'une plus grande transparence. Un tout petit commentaire par Pascal Cossa. C'est justement ça que la ministre est en train de mettre en place, une façon de rendre toutes ces expériences très transparentes, et je pense qu'elle va en parler tout à l'heure. Parce que c'est ça qui a été fait en Angleterre, voilà, et qui a fait que les gens se sont calmés, si on peut dire. Oui, parce qu'on gamberge, pardonnez-moi l'expression, mais vous voyez bien ce que je veux dire. À partir du moment où on ne sait pas les choses, alors on s'imagine des trucs dans tous les sens, etc. À partir du moment où les gens vous disent exactement ce qu'ils font, avec les précautions qui conviennent, etc., eh ben on se rend compte que finalement, les chercheurs qui sont dans leur labo ne sont pas des monstres. Une question de ce côté-ci. Oui. Présentez-vous et posez votre question. Oui, il y a longtemps que je ne l'ai pas lu, mais... en ce qui concerne la souffrance des animaux de laboratoire, pour répondre à monsieur, juste une remarque, il existe la classification de Birch, 5 paliers de souffrance très précis. Et bien sûr, il y a eu surtout le scandale du Distilbène qui a prouvé que le métabolisme d'un rat n'est pas du tout le métabolisme d'une femme. Mais le drame, on dit les éthologues, surtout britanniques, c'est que, évidemment, il y a maintenant les brevets. Et donc, par exemple, la découverte du vaccin contre la rage par Pasteur s'est fait hors brevet. À l'époque, il n'y avait pas de brevet. Or, maintenant, je connais des scientifiques qui sont carrément des commerciaux. Un Américain qui travaille sur le vaccin contre le paludisme, il a reçu l'ordre de son laboratoire de ne rien dire d'important dans les réunions, parce qu'ils espèrent bien être les premiers à fabriquer ce vaccin et à le commercialiser. Donc, voilà, et il faudrait que je relise cette classification de Birch. Je vais demander à un professeur d'éthologie de Cambridge. Voilà, et c'est très précis, au contraire. Voilà, en ayant à l'esprit que les différentes espèces animales n'expriment pas, ne réagissent pas de la même façon, et n'ont pas les mêmes expressions un cheval, par exemple, c'est connu, un cheval est prostré, plus il souffre et moins il bouge. Tout à fait. Et, bien sûr, mais les éthologues le savent. Mais c'est surtout les éthologues anglo-saxons, nous sommes malheureusement très en retard. Moi, je suis internationale et on souligne toujours le retard des pays latins. Et ça souligne d'autant plus l'importance pour les chercheurs qui font de la recherche en utilisant des animaux de très bien connaître l'espèce sur laquelle ils travaillent. Parce que, probablement je terminerai là-dessus, c'est qu'on ne peut pas faire de la bonne science sur des animaux qui souffrent. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut commencer par bien connaître l'animal, bien connaître ses réactions, son comportement, etc., de manière à être capable d'anticiper, de bien savoir quand est-ce que l'animal est dans une situation physiologique qui fait que de toute façon l'expérience n'aurait plus aucun sens. Et les résultats seraient forcément non pertinents. Oui, merci. Une dernière question par Gérard Hort. De ce côté. Simplement une notude historique, parce que je viens d'entendre dire que Pasteur n'aurait pas pu prendre le brevet pour son vaccin contre la rage. Je dois simplement dire que pour cette étude sur la bière, il a pris des brevets. Donc c'est pas... Merci beaucoup. Merci encore une fois.